Dans le cadre du projet Altogel, une conférence sur la gestion du risque gel a été organisée. Nous vous proposons un extrait de cette conférence qui présente les méthodes de lutte par aspersion. Donc l'aspersion, personnellement, moi c'est avec les kiwis que j'ai le plus appris, puisque eux, il faut à partir de début mars, maintenant même fin février, chez nous, il faut commencer à les protéger. Donc quelle que soit l'année, on a protégé les kiwis une, deux, parfois plusieurs nuits. Cette technique a fait sa démonstration, elle a un coût. En fonction de la distance par rapport à la ressource en eau, en fonction des dénivelés, en fonction de la densité que l'on va mettre, ça va nous faire entre 10 et 16 000 euros hectare. Aujourd'hui, l'ERIDA, l'IRTA, est en train de faire des tests avec des systèmes sur le rang. J'attends ce résultat parce que personnellement, sur des prunes dentes, j'avais fait cela. On avait fait une aspersion sur un rang et pas sur l'autre en se disant avec 20 mètres cubes heure hectare à du moins 3, on doit pouvoir passer. Ben, on a tout fait geler parce qu'il y a toujours un peu de vent et la brume de l'un va sur l'autre, se dépose et nous fait le gel d'évaporation. Et donc, il me tarde de voir ces résultats que l'on aura pour le printemps prochain sans doute. Le fonctionnement, par contre, est beaucoup plus facile une fois qu'on a réussi à démarrer au bon moment. Et tant qu'on a de la ressource en eau, du courant électrique ou des moteurs qui marchent, ça va fonctionner. Et puis, je vous l'ai déjà dit, c'est sans doute le moyen, l'investissement très utile pour lutter contre les canicules, les dômes de chaleur. Même le Canada, merci, même le Canada, il y a 2-3 ans, donc la partie nord a eu un dôme de chaleur dans la région de Vancouver. Ce dôme de chaleur, la Loire pourra l'avoir, n'importe quelle région, et vous êtes peut-être un peu, comment dire, à la limite de cette transition-là. Les avantages et inconvénients, donc ça protège jusqu'à moins 5,5, mais on a bien vu avec toi, Eric, qu'on avait des secteurs qui nous ont dit que ça avait protégé jusqu'à moins 7, moins 8. Je me posais la question de l'étalonnage du thermomètre, je te l'avoue, mais on sait qu'il y a ça. Par contre, la ressource doit être en abondance. Il faut prévoir nos 40 mètres cubes heure par hectare, et parfois il faut démarrer, parfois même le soir à 9h30, et jusqu'au lendemain midi. Alors, est-ce que les sols, bien sûr, ça n'apprécie pas, surtout s'il faut reprendre le lendemain matin, soir, puis la nuit suivante. Tout à l'heure, tu m'as montré une image d'un verger qui avait été protégé par inadvertance, où il y avait beaucoup de glace. Il y a des travaux, des mesures à faire. Si on a une calotte de glace sur le fruit, ça je l'avais vu moi sur une pépinière dans les Landes, on avait mis plus de 30 cm de glace au-dessus de la pépinière qui était dessous. On a tout sauvé. Et c'était en novembre. Donc la glace, à condition qu'elle soit pleine d'air, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas transparente, qu'elle soit pleine de bulles, peut peut-être servir à quelque chose. Ça ne pardonne pas, par contre, si ça démarre trop tard, et je vais en parler, à cause du gel d'évaporation. Et bien sûr, si on n'a pas des structures qui sont capables d'être ce support. Mais voilà, tout à l'heure, tu nous as parlé des différentes stations. Voilà la station d'Agralis, où j'ai la température qui est à l'air libre, non, sous abri, en haut. La température au milieu, c'est celle à 1,50 m à l'air libre pour un verger. Et celle en dessous, c'est celle qu'on a calculée à l'air libre. Au-dessus, à ce moment précis, on est à 3,8. En dessous 2,7 et 0. Attention, les précisions, là, quand mes collègues me sortent des trucs comme ça, je leur dis, c'est des conneries, c'est 3,8, c'est 2,7, on a tellement de variations à l'extérieur là-dessus que c'est pas la peine, mais bon, ils veulent le faire, le format convient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est ici
à minuit, et on a l'air qui est sous abri, donc celui que prévoit notre appli, celui que voit une station sous abri qui est à 4 degrés. Je suis tranquille. Sauf que déjà la température à l'air libre, température humide, c'est-à-dire la température que prendra le végétal lorsque la première goutte d'eau envoyée par l'aspersion va lui tomber dessus et que le gel d'évaporation, que je vous ai expliqué tout à l'heure, va faire baisser la température de ce végétal jusqu'à la condition d'air humide à 100% d'humidité. Eh bien, cette différence, ces 2 degrés, c'est le végétal qui va les supporter, ce n'est pas l'air. Donc, si mon végétal gèle à moins 1,5, moins 2, ça veut dire qu'il va falloir que j'ai démarré et que ça fonctionne dans la demi-heure qui vient. Et donc, en général, je fais mettre moi toujours une sécurité, le temps que tous les tuyaux soient remplis, qu'ils soient... Parce que les tuyaux, en plus, souvent, il y en a des tuyaux noirs qui voient le ciel et qui se refroidissent encore plus vite, puisqu'il y a de l'air à l'intérieur, il y a presque un peu d'eau, et donc cette eau va se prendre en glace, elle va faire des cristaux de glace qu'on va souffler sur les 3 sprinklers du bout qui vont être bouchés. Donc tout ça, vous le savez, même si on a danger, il vaut mieux prévoir cela, parce que qu'est-ce que ça sera une demi-heure comparé à la protection que l'on va faire. Donc le démarrage en fonction du thermomètre humide, qu'il soit calculé ou mesuré, soit, bon, juste une anecdote, température humide, je me souviens d'un monsieur qui m'a appelé en me disant la température humide est plus chaude que la température de l'air. Et ça, c'est pas possible. Eh bien, il a fallu un bon quart d'heure de discussion quand on est con la nuit pour comprendre qu'il avait une fiole avec de l'eau dans la poche et qu'il mouillait la partie parce qu'il avait vu que ça s'était gelé. Donc, il remettait de l'eau et il mettait de l'eau qui était plus chaude. N'importe quoi peut se passer quand il gèle, donc ayez des choses simples, mettez des procédures, écrivez tout ce que vous devez faire et lisez-le à haute voix et faites-le pendant la nuit. Parce que si vous essayez d'imaginer et de réfléchir, vous n'y arriverez pas. Voilà la preuve pour moi de l'efficacité sur de la vigne qui est arrosée avec ici. C'est cette parcelle-là, et on voit les gravières où ils vont pomper l'eau, et on voit sur toute cette zone, comparé aux vignobles à côté, des différences de température. Ici, on est plutôt à 2 degrés, et donc je me suis permis de dire à ce propriétaire qu'il apportait plus d'eau que ce qui était nécessaire. C'est-à-dire qu'avec un drone et une caméra infrarouge, je suis sûr que ça va arriver très vite. C'est le drone qui va passer plutôt que nous avec le 4x4 en train de mesurer les températures d'un côté de l'autre, et c'est le drone avec sa caméra infrarouge qui va vous dire « Ouh, c'est là-bas que c'est déjà plus froid, c'est là qu'il faut lancer l'aspersion en premier ». Et donc cela va permettre également pour cette vigne qui était à plus 2, donc, et c'était de l'eau de gravière, parfois c'est des forages, donc c'est encore plus chaud, ils auraient pu réduire sans doute à 25 ou 30 mètres cubes. Et je pense qu'un jour, on aura des capteurs sous la glace qui permettront de baisser ou d'adapter les volumes d'eau à prendre en glace. L'objectif, c'est de rester supérieur au seuil de sensibilité. Et donc, peut-être 40 mètres cubes. Voilà une des pistes qui me paraît logique et sans danger si on a des asservissements qui disent « Attention, je descends à moins 2, hop, je remonte les volumes de transformation de l'eau en glace. » Et voilà les températures, il était à plus 2, alors que la température à l'extérieur était à moins 1, voire le fossé était à moins 3. Les limites. Donc, c'est ça que j'ai rajouté et j'ai oublié de le mettre. Bon, dans votre région, c'est du vent de Mistral trop fort et froid. Tant que le vent assèche le végétal, il est résistant au gel, donc ne pas lancer. Mais si le vent doit s'arrêter, être prêt à lancer avec un débit supérieur. Pour moi, c'était une discussion qu'on avait eue avec un chercheur de l'INRA, c'est
est-ce qu'il avait fait des travaux? Et il l'avait fait. Il avait vérifié qu'en augmentant les volumes d'eau, à condition qu'ils se transforment en glace, cela permet donc d'augmenter la quantité d'énergie qui, elle, doit être supérieure parce que le vent emporte, dès qu'il y a de la chaleur qui est produite par la transformation de l'eau liquide en glace, cette chaleur est emportée soit par convection, soit par le vent. Une anecdote, parce que c'est ça, quand on est vieux, on a des anecdotes. Les kiwiculteurs de la région de Dax, Peyrorade, m'ont dit on voudrait essayer quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? On veut chauffer l'eau pour qu'on ait moins d'eau à apporter. Au lieu de 40 mètres cubes, on veut apporter 15 mètres cubes et on nous dit que c'est la même quantité d'énergie si on chauffe l'eau à 40 degrés. Et je leur ai dit, je crois que c'est une connerie parce que l'eau qui est à 40 degrés, le temps qu'elle arrive dans le verger sera peut-être à 20. À 20, pour descendre à moins 2, ça va faire 22 calories qui feront apporter, alors que ton voisin qui va prendre de l'eau de l'Adour à 6 degrés, très rapidement, il va produire de la glace. Et il va protéger alors que toi, tu ne protégeras pas. Ils ne m'ont pas cru, ils l'ont fait. L'année après, ils étaient au tribunal entre eux. Ne faites pas ça. Et c'est un peu la question des forages. De l'eau d'un puits ou d'un forage est à 13, 14, 15, 16, 17 degrés. Et parfois, la glace va mettre plus de temps à se former. Un démarrage trop tardif, donc, on l'a dit, pensez à vidanger l'après-midi, à refermer les vannes, sinon c'est le chalumeau pour repasser. Combien de fois j'ai eu des personnes qui m'ont dit on a tout perdu parce qu'on avait oublié de refermer en bout de ligne. Et une panne de pompage ou une canalisation qui lâche, pensez à sectorialiser. Ayez des micro-parcelles où on peut vanner. S'il y en a une qui lâche, qu'elle ne fasse pas baisser la pression sur de trop grandes surfaces. Et même il y en a qui ont ça sur des lignes. Mais sachez qu'il y aura des problèmes à cet endroit-là. Et donc voilà, je l'ai écrit parce que moi aussi, je ne m'en souvenais pas. Il faut tout écrire à l'avance. Avoir des procédures qu'on suit parce qu'on est vraiment incapable de prendre des décisions bonnes. On peut en prendre des décisions, mais elles ne seront pas bonnes. Et donc, si la ressource en eau maintenant est insuffisante, ou si le risque d'asphyxie est trop important, je pense que la première chose, c'est assécher le végétal pour le rendre plus résistant. Alors là, ça se questionne, ça. Parce que je me rappelle d'une fois où on a eu un orage qui est passé avec 15 mm de pluie, et on s'est dit, aïe, 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 tout est mouillé, tout va geler. Et puis, ça n'a pas gelé. Mais je n'avais pas compris à l'époque que ces 15 mm allaient permettre à la chaleur du sol de remonter. Par contre, 2-3 mm d'une petite averse le soir, ça je l'ai bien vécu avant Pâques, là ça nous avait fait mal parce qu'on a... alors, est-ce que c'est du gel d'évaporation? Est-ce que ça je ne le sais pas. C'est la question de comment la glace se forme à l'intérieur du végétal qui n'a jamais été vraiment résolue. Le chauffer, mais la chaleur monte, donc je l'ai dit, réduire son refroidissement et donc dans la lutte passive. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'aspersion sur frondaison, avec 40 mètres cubes par heure, est le meilleur moyen de se protéger jusqu'à moins 6, voire moins 7 quand je suis venu chez vous dans les Alpes. Thank you.